Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Dominique Orange. Chanteuse et scénariste de bande dessinée, c'est à l'occasion de mai 68 qu'elle entre pleinement en lutte, faisant de la création artistique un terrain d'engagement politique. Et avec elle, nous retracerons cet itinéraire de combat afin d'y puiser des repères pour nos luttes présentes. Je suis entièrement d'accord avec vous là-dessus, mais justement, vous parliez de transmission et de renouvellement. Alors, si on considère plutôt la perspective musicale là-dessus, c'est-à-dire, oui. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a encore des militants chanteurs plus que des chanteurs militants, des gens qui reprennent cet engagement par leur voix? Oui, certainement, il y en a, certainement. Je les connais pas forcément parce que d'abord parce que c'est dans le contexte actuel, on n'a pas beaucoup l'occasion de les entendre, mais quand même, il y a toujours des gens qui en poussent des cris de colère en chanson. Et puis peut-être que ça prend pas la même forme. On peut plus chanter Grève illimitée aujourd'hui, parce que Grève illimitée, les grèves illimitées, malheureusement, il y en a pas, il y en a plus. Et puis, qu'est-ce qu'on peut pas chanter encore À bas l'État policier, on peut toujours le chanter. D'ailleurs, je sais qu'il est chanté. Elle a été réarrangée, on la rechante. Enfin, on chante votre version et la version elle a été réarrangée. Oui, je suis pas très d'accord avec ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Je comprends. Mais parce que c'est pas du tout les paroles ont été complètement supprimées. Donc, je trouve que c'est juste pour prendre la musique, mais ils pouvaient en faire une eux-mêmes avec leur propre texte, quoi. Je me permettrai pas d'écrire d'autres paroles sur la semaine sanglante. Je me compare pas à Clément, mais je me permettrai pas de toucher à quelque chose qui appartient à une époque, qui est marqué historiquement. Voilà. Personnellement, je le ferai pas. Je comprends. Mais quand j'entends qu'elle est chantée dans les manifs, qu'il chante à bas l'État policier, le mot d'ordre m'appartient pas. C'est pas moi qui l'ai inventé, donc voilà. J'en fais pas une affaire de propriété. C'est plus pour la mémoire que ça me gêne. Je sais qu'il y a quelqu'un qui a fait un arrangement dessus, qui a créé un texte dessus, qui a remplacé mais nous sommes de Paris, de Prague et de Mexico, à la fin, qui sont quand même les grandes révoltes et les grands massacres. Paris et Prague et Mexico. Qui a remplacé ça par Strasbourg et je sais pas quoi. Ça me choque, parce que là, il y a vraiment une usurpation d'une structure de texte pour y mettre son propre vécu, ou je sais pas quoi, qu'elle écrive une chanson, qu'elle écrive un texte. Je comprends entièrement. Mais ça me gêne un peu. Bon, voilà, cela dit, moi, maintenant, j'écris d'autres choses. J'écris pour les animaux. Et justement, là, on va rentrer dans ce que je considérais comme l'actualité de votre parcours et de vos engagements. Je commencerai quand même parce qu'on en parlait, donc de À bas l'État policier que vous avez écrit en 1968 pour la répression du quartier latin. Mais force est de constater son actualité. On parlait de toutes les fois où elle a été reprise et parfois un peu trahie, mais enfin, il y a quand même un même mot d'ordre qu'on retrouve. Qui circule. Et parce que il s'avère que ça n'a pas changé et on peut parler à la fois des gilets jaunes, des manifestations contre les retraites, de Sivens, de Notre-Dame-des-Landes, de Bure aussi. Bure, oui. Et donc je voulais avoir votre regard sur est-ce que vous avez le sentiment que la répression d'État a pris encore davantage de place aujourd'hui que ce que vous avez connu vous? Oui, j'ai l'impression que les manifs, elles ont même du mal à démarrer. Elles durent pas longtemps. Je trouve que le dispositif policier a été largement augmenté. Les armes aussi sont différentes. Les gaz sont beaucoup plus forts, beaucoup plus toxiques. On s'en est pris beaucoup là-bas aussi, en 68 aussi, et même dans des lieux fermés, hein. Parce que quand on était poursuivi dans des immeubles et tout, par les CRS qui gazaient dans les montées d'escalier, c'était pas marrant. Hein. Donc je pense que la répression, elle a pas changé de visage, quoi.
Elle a des outils un peu différents. Et puis on sent quand même que le pouvoir veut faire taire, quoi. Absolument, à tout prix. Mais c'est dit ouvertement. Oui, c'est dit ouvertement, oui, absolument. Mais sur n'importe quel thème. Donc je sais pas si la rue va encore longtemps être praticable. Je me demande. Et c'est pourtant dans la rue que ça se passe. Comme dit la chanson de Jolie Môme. La chanson, c'est dans la rue que ça se passe. On a souvent caricaturé mai 68 comme un grand moment d'hédonisme, de libération individuelle. Or, il y a certains de vos textes récents, comme Requiem pour un abattoir dont vous aviez parlé tout à l'heure, où on sent un regard beaucoup plus critique sur nos modes de consommation, sur notre rapport au vivant. Et donc, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu dans votre engagement, au fil du temps, un glissement de la lutte des classes vers une lutte plus globale pour le vivant? Voilà. Incontestablement. Incontestablement, parce que c'est aussi parce que ça se passe malheureusement plus dans les usines. Les luttes se passent plus dans les usines, elles se passent ailleurs. Et c'est impossible de pas le voir, de pas y être sensible. Moi, je suis particulièrement motivée par la question de la cruauté à l'égard des animaux, de la souffrance animale. C'est vrai que ça a été aussi pour moi une prise de conscience importante, parce que j'ai complètement cessé je suis végane depuis plus de 10 ans. Toute la famille, d'ailleurs, ici. Les grands-enfants, enfin au moins 2, en tout cas. Donc c'est un combat qui nous est commun, et ça aussi c'est chouette de pouvoir le faire, de pas être moqué, ridiculisé, etc. comme on a pu le faire à une époque. Mais c'est difficile de faire comprendre que c'est une prise de conscience. Parce que quand j'entends des gens me dire oui, mais quand même une bonne côte de bœuf c'est quand même bon, je suis tellement loin par rapport à ça que arriver à considérer l'alimentation pas comme un plaisir, parce qu'on peut pas se faire plaisir en mangeant la chair des autres. Bon, donc à ne plus considérer ça à partir de mon propre plaisir, mais à le considérer comme quelque chose d'insupportable, de cruel, donc qui peut pas faire partie de notre quotidien, c'est un basculement total. Hein. Je me rends compte avec des gens proches à qui on essaye de faire comprendre pourquoi on a retourné complètement notre mode de vie. Et notre mode surtout de survie, qui est l'alimentation, que c'est pour survivre qu'on bouffe, hein. Sinon on ne mangerait pas. Bon, c'est un niveau qu'on n'arrive pas encore à atteindre. Bon, on le voit bien dans le comportement des agriculteurs, les chasseurs, etc. Enfin, il y a un boulot fou à faire. Mais ce truc de dépasser la notion de plaisir, du plaisir de manger la chair des autres, je trouve que c'est fondamental. C'est la base de ce changement radical qu'est la nourriture. Donc j'essaye de le dire, j'essaye de parler de leur souffrance aussi, à laquelle je suis très sensible et qui me révolte. Je comprends pas. Enfin, les jeunes qui torturent des animaux, qui mettent des vidéos sur Internet, je trouve que ça, c'est des très très mauvais signes. Parce qu'on peut pas ne pas se dire que s'ils sont capables de faire ça à des animaux, ils feront ça aussi sur des humains. Et c'est un apprentissage de la violence pour la violence. Donc ça, c'est un combat qui m'anime très fort. Et tout le combat écologique, évidemment, m'intéresse, me motive, bien sûr. C'est pour ça que j'étais très touchée que les jeunes écologistes veuillent me demander à une ancienne comme moi de parler de nos luttes, parce que je trouve que le combat écologique, c'est vraiment difficile. Il est vraiment difficile.
il n'est pas entré dans les consciences non plus. Il reste marginal, malheureusement. Hier, j'ai vu là cette histoire de steak végétal. Vous avez vu ça? Oui. Mais est-ce que la Commission européenne n'a pas autre chose à faire que ça, que de s'occuper de ça? Et pourquoi on n'aurait pas le droit de dire steak? Puisqu'on dit végétal, on est dans la transparence. Et qu'on dit tomate cœur de bœuf et qu'on se demande pas si il n'y a pas de doute à avoir. Et saucisse, on n'a pas plus le droit de dire. Mais c'est des combats d'arrière-garde, c'est complètement con en plus, c'est idiot, ça sert à rien. On peut pas tromper les gens, il y a un rayon vegan ou végétarien dans les magasins et c'est écrit végétal partout. Mais on voit de manière vraiment manifeste l'entreprise des lobbies. Enfin là, c'est flagrant que, je veux dire, qui est intéressé par cette question à part ceux qui produisent des steaks et qui considèrent qu'éventuellement ça peut leur faire du tort. Enfin, si ça leur en faisait. Ces gens qui n'ont pas dit un mot sur la souffrance des Palestiniens, qui vont nous faire des séances de réunion, se faire payer des déplacements pour aller voter à la Commission européenne avec nos sous, pour ça. Ouais. Non mais c'est une espèce de persécution quand même. Hein. C'est une volonté de marginaliser. Mais il faut dire que ce mouvement, et je pense qu'ils peut être un peu optimistes là-dessus, prend de plus en plus d'envergure. Enfin, il faut voir, le végétarisme, c'était quand même, je pense, beaucoup plus marginal il y a 10 ans, c'était vraiment très marginal. Qu'aujourd'hui, ça prend davantage de place. Je regarde même autour de moi, mes amis, c'est très fréquent. Après, il faut dire que, du coup, il s'avère que j'ai des amis qui sont plus concernés par ces questions, mais que ça a pris beaucoup de place. Et que c'est pas marginal autour de moi. Enfin, il y a 1% de Français qui a arrêté la viande. C'est quand même ridicule. Et ce qui me semble toujours très bizarre, c'est quand des gens qui mangent de la viande se sentent persécutés par les végétariens. Et c'est vraiment là qu'on a du mal. Oui. C'est dingue. Non, mais ça, il faut que ce soit votre génération qui prenne le relais. Je pense parce que les mauvaises habitudes, elles sont très ancrées quand même chez les gens. Les Français, en plus la bonne bouffe, tous les trucs, les émissions à la télé, c'est affreux, c'est affreux. Je suis ravagée par ça. C'est un des trucs qui me met vraiment en colère, cette approche-là. Et pour prolonger... Mais pour tout, pour le nucléaire, pour tout, enfin, bien entendu. Hein. Je suis ce qui se passe à Bure, l'autoroute 69 et compagnie, tout ça, je suis très, très intéressée. Bon, je suis pas engagée dans un groupe, je crois que je serai plus, je crois que je suis trop vieille maintenant pour être autrement. Et vous avez déjà beaucoup fait, donc... Non, j'ai rien fait, c'est pas au poids. Non, mais je suis plus engagée dans un mouvement associatif actuellement. Mais je suis, bien entendu, voilà, c'est là que va ma sympathie, mes choix et mon engagement idéologique, à dire. Et pour parler de toutes ces colères, il m'était pas possible de ne pas évoquer la lutte des Palestiniens dont on a parlé déjà un certain nombre de fois. Mais après, vous voyez là les 2 ans de génocide qu'on a eu du mal à qualifier et que certains continuent encore de nier aujourd'hui. Et dans Détruisons le mur, décidément, vous appeliez à abattre les murs visibles et invisibles, ceux des frontières mais aussi ceux qu'on dresse entre les peuples et les consciences. Et aujourd'hui, face à Gaza, les États restent impassibles, mais des gestes de solidarité surgissent d'en bas. Les flottilles qui sont allés en direction pour briser le blocus, les dockers qui ont repris aussi leur droit de grève, qui avait été en partie oublié, puis les étudiants et les peuples dans la rue. Et donc je voulais savoir si vous considériez que ce qui se passe aujourd'hui reprenait en partie l'esprit de votre chanson « Détruisons le mur ». Pas tellement, non. Pas tellement. C'est resté très marginal, les histoires de boycott de matériel ou d'armes. C'est important, hein, je dis pas que c'est pas important, mais ça reste quand même marginal. Je sais pas, je trouve pas que... Ce qui s'est passé à Gaza, ça aurait dû vraiment mettre le feu partout. Et le silence des États est un silence mortel, quoi. Parce qu'à partir du moment où tout le monde se tait, fait comme s'il se passait rien, les gens ont tendance à écouter un peu à voir un peu venir. Qu'est-ce qu'il a dit, le président? On s'en fout de ce qu'il dit. On aurait préféré qu'il soit solidaire et qu'il
ose prononcer le mot de génocide. Bon, il ne l'a pas fait. Je pense qu'il y a un attentisme. Je pense aussi que la situation actuelle en France politique, elle est très angoissante pour les gens. Parce que hier, il y avait un mec qui disait à la télé, mais alors pour qui on va pouvoir voter? Parce que c'est une telle confusion. Eh ben, tu votes pas, mon gars. C'est tout ce qu'on a envie de lui dire. Bon, tu t'abstiens. Mais et là, non, c'est vrai qu'il y a une confusion terrible et que les gens sont stressés par ça. Mais moi, je m'attendais à ce que petit à petit, il y ait un mouvement tellement fort que Netanyahou soit obligé de plier, quoi, d'arrêter ça. Mais en même temps, il a développé il a aggravé la répression avec les colons, aggravé la répression en Cisjordanie occupée. Donc c'est tout le contraire qui s'est passé. Je veux dire, il n'a peur de rien. Ces gens-là n'ont peur de rien. C'est ça. Mais je pensais surtout aux brèches qui quand même ont été créées malgré l'attentisme des États, de la part des gens qui entre eux se sont engagés, là où parfois on a eu l'impression que le peuple ne pouvait plus rien. Alors c'est pas d'envergure, ça n'a pas brisé le blocus, le départ des flottilles par exemple, mais je trouvais que ça racontait quand même quelque chose, qu'on n'était pas... Le départ des flottilles vers Gaza, qui a réuni des gens qui étaient très différents les uns des autres. Ah mais c'est formidable, oui bien sûr. La flottille c'est considérable. C'est un mouvement sans précédent. C'est ça. Sans précédent. On a eu de l'espoir avec ça. C'est ça, on a eu de l'espoir. Et c'est à ça que je faisais référence. Oui, non, ça je suis d'accord avec vous. Moi ça m'a enthousiasmé et ça se termine voilà, comme ça. Mais je pense que ça a quand même donné de l'espoir aux gens à Gaza. Hein. Oui. Ça. Ils attendaient, ils étaient attendus, vraiment, ils étaient attendus. Et tout ce matériel qu'il y avait, qui a coûté de l'argent, qui est de la solidarité, qui a été volé, c'est volé par Israël. C'était considérable, sur 60 bateaux, tout ce qu'ils apportaient. Volé, piraté. Non, c'est vrai que ça c'est un mouvement très important. Non, c'était par rapport au Docker, je disais que c'était un peu marginal. Et très peu connu aussi. Non, c'est vrai. Peut-être très peu popularisé. Tout à l'heure, on parlait de déception vis-à-vis de la classe politique et de ce que ça pouvait générer d'abstentionnisme, de dégoût, pardon. Et ça m'a fait forcément penser à Dégage, dégage, dégage. Vous écrivez tu les as trahis dès que tu as eu le pouvoir. Et c'est un reproche qui est évidemment très direct et qui est adressé à une classe politique qui est de plus en plus... qui est par essence déconnectée. Et donc ça entre aussi en écho avec ce qu'on vient de te dire sur Gaza. Et je voulais savoir comment vous regardiez aujourd'hui la politique institutionnelle. Et pensez-vous qu'un parti peut encore incarner un vrai projet de transformation sociale? Et je vous pose d'autant plus la question que nous sommes, comme vous l'avez dit, les jeunes écologistes. Et que ce sont des questions qui nous intéressent. Je n'ai pas d'espoir dans les partis, parce que à cause de l'histoire. Enfin, j'ai beaucoup d'espoir dans l'écologie, dans l'engagement écologique, dans les militants, mais au niveau de... Mais oui, si, bien sûr, pour le combat, mais pour changer quelque chose, je ne crois pas qu'un parti puisse changer quelque chose. Je crois qu'on a une droite qui est féroce, qui est épouvantable, qui est droite et extrême droite tous ensemble. Que je vois pas comment on pourrait venir à bout. J'ai pas d'espoir dans les partis, j'ai l'espoir dans les humains, dans les êtres humains, dans ceux qui ont le courage de s'engager sur la voie que je considère juste. Donc je pense que les jeunes écologistes et les vieux peuvent changer les choses, certainement. En tout cas les faire bouger. Mais je pense pas que c'est eux qui pourront reprendre quoi que ce soit. Quand je vois les évaluations des votes, le pourcentage évalué des votes pour le Front National, s'il y avait des élections aujourd'hui, on est consterné, je veux dire. Et sans regarder les sondages, quand on regarde l'Assemblée nationale, c'est déjà... Oui.
Mais là, on n'en croit pas nos yeux, je veux dire. Comment on en est arrivé là, quand même? Parce que la droite, il y avait une droite républicaine, elle n'existe plus. Non, on a des hommes d'affaires qui veulent faire du fric. Enfin, c'est une évidence ce que je dis, mais je crois aux idées, je crois que les idées, puis l'évidence aussi, quand même, l'épuisement de la planète, cet épuisement, le retour à nouveau aux énergies, comment on dit, fossiles, merci. Tout ça, enfin, qu'on voit qu'il y a des choses qui reviennent alors qu'on avait compris que ça devait évoluer. Bon, vous avez vu qu'on fabrique des gros glaçons en Norvège pour les phoques. Des glaçons qui ont la taille de cette pièce, superficie de cette pièce. Alors, il y en a plusieurs. Ils sont surgelés, je ne sais pas comment. Enfin, ils ont un processus de congélation permanent. Et les phoques peuvent venir s'y reproduire, sinon les phoques n'ont plus d'endroit pour faire leurs petits et pour les élever. Et c'est strié de façon à ce qu'ils ne glissent pas, parce qu'un phoque, ça glisse avec les nageoires. J'ai lu ça hier, les bras m'en tombaient. Où on en arrive, au lieu de prendre les choses à la racine et de voir pourquoi les os sont réchauffés, ce qu'on peut faire pour essayer de ralentir, de stopper ce réchauffement, ce putain de réchauffement, pardon, mais je n'ai pas d'autres mots, comme s'il nous était tombé sur la tête d'un seul coup, alors qu'on a tout fait pour le créer, et on va créer des glaçons géants pour les phoques. Là, c'est quelque chose quand même, ça. C'est comme d'interdire les steaks végétaux à la Commission européenne. C'est tellement stupide, c'est tellement... Et c'est aussi des aveux d'impuissance. Voilà, moi, je sais pas, je suis consternée, je vois les méfaits de ce réchauffement partout. Les animaux, les espèces qui disparaissent. Je sais pas combien de moineaux, 30 millions de moineaux ont disparu. Mais il y a quand même une passivité, je trouve, par rapport à la cause écologique. La passivité est totale, oui, effectivement. Hein? Oui. Avant, il y avait un rejet, carrément, dans les années 70. Il y avait... tout ça, c'est des oiseaux. Et maintenant, il y a une passivité. Quand même, les gens sentent quand même qu'il y a des choses. Enfin, les inondations catastrophiques dans les villes et tout ça, les gens voient bien qu'il y a des phénomènes. Grands feux, enfin, c'est flagrant. Il y a pas. Ouais. C'est flagrant, c'est remarqué. Mais c'est rarement. Je veux dire, on lit rarement les deux. Il y a des grands feux, des grandes inondations, mais personne pour dire que probablement lié à. C'est ça, on constate, on fait des constats. Les forêts qui disparaissent et tout, les gens ne se rendent pas compte du tout que... Ils s'en foutent parce qu'ils se disent, nous, dans 20 ans ou dans 30 ans, on n'est plus là. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Qu'est-ce qu'on laissera? Pas grand-chose, mais c'est pas grave, on aura gagné de l'argent entre-temps. Bon, moi, la cause écologique et la cause des animaux, c'est assez lié quand même. C'est aujourd'hui, c'est ce pourquoi j'ai envie d'écrire et ce qui me motive et ce qui me met en colère et donc ce qui me force à m'engager. Enfin, si j'ai pas besoin d'être forcée, mais ce qui m'oblige à m'engager, voilà. Et je suis pas dans un parti. Je crois que je serai jamais dans un parti. Je veux pas être liée par ça. Je comprends. Mais il y a aussi des associations qui se battent sur le terrain, qui font des choses. Et justement, on arrive presque à la fin des questions, mais il y a dans vos chansons un rapport très fréquent au nous. C'est-à-dire qu'il se rapporte à vous et à ceux avec qui vous étiez, mais parfois ça raconte des histoires qui ne sont pas exactement les vôtres, même dans la chanson que vous écriviez pour la Palestine. C'était un nous qui revient. Oui. Et donc je voulais savoir... dans toutes ces luttes, l'importance que vous accordiez au collectif. Bon, on a déjà un petit peu parlé, mais c'est l'occasion de poser la question plus directement. Ah oui, ça c'est hyper important pour moi. C'est que je pense que quand on écoute une chanson où le nous est employé, on s'identifie. Ou alors on se dit, elle parle de nous, on n'y est pas là-dedans. Bon, ça c'est l'hostilité. Mais je pense hyper important toujours de s'identifier comme étant dans un groupe, faisant partie d'un groupe, au moins d'un groupe d'idées,
de gens qui ont envie de faire des choses ensemble, etc. Voilà, donc ça c'est... Oui, j'ai supprimé le jeu, c'est vrai. C'est vrai. C'est marrant que vous ayez repéré ça. Ouais, ça me fait plaisir, parce que c'est quand même voulu, enfin c'est voulu, puis maintenant c'est inconscient, mais au départ, 68, c'était pas possible, on pouvait pas dire je. C'est ça, c'est vrai que c'est ça. C'était tellement tout le temps nous, tellement le collectif qui primait, pas de décision prise seule. Mais ça, moi je l'ai toujours, et par exemple dans le militantisme associatif, les gens n'ont pas l'habitude de ça, souvent, parce qu'ils sont pas été dans des groupes politiques, bon, ils n'ont pas la même histoire et tout. Et donc, il y a toujours des côtés, il y a des luttes de pouvoir, il y a des luttes pour... Certains pensent qu'ils sont plus intelligents que d'autres, qu'ils ont des meilleures idées, etc. Et il y a quand même, on sent la volonté du jeu, de l'individualisme. Et que moi, je ne l'ai pas du tout. Je ne l'ai pas du tout. Et j'essaye, dans ce militantisme associatif, d'avoir un fonctionnement qui a été le mien toujours à l'époque, parce que dans les groupes politiques c'était quand même comme ça que ça fonctionnait. Je dis pas que c'est comme ça partout maintenant, hein, j'en sais rien, je sais pas comment ils sont au NPA ou j'en sais rien, mais je pense quand même qu'il y a encore cet esprit collectif, parce qu'on n'arrivera à rien tout seul de toute façon, non, c'est une évidence, à rien. Tiens, je suis parfaitement convaincue de la même chose. Et je pense que malgré tout, il y a eu un mouvement d'individualisation, d'individualisme de plus en plus prononcé quand même dans nos sociétés. Et je trouve que c'est la première raison de notre impuissance, enfin de ce qui nous fait croire qu'on est impuissant. Et je crois que c'est à partir du moment où on trouve qu'il y a des gens qui pensent comme nous, qui ont le même horizon que nous, et qu'on peut s'associer à eux, que soudainement, on a l'impression que le monde peut être différent. Et c'est la raison pour laquelle aussi, les jeunes écologistes, c'est ce que ça représente aussi pour moi en partie. Ouais. L'association, je trouve que c'est vraiment le début de l'entrée en marche. Oui, absolument. En marche. Mais il y avait un peu cet esprit-là dans Nuit debout, le mouvement Nuit debout. J'ai bien aimé, j'ai eu espoir dans ce mouvement. Je me suis dit, il y a quelque chose qui recommence, il y a un esprit 68 art. Puis très vite, ça... C'est ça. Il y a commencé à y avoir des petits chefs. C'est ça qui est redoutable, c'est les petits chefs. Alors moi j'ai tourné dans un film qui s'appelle N'effacez pas nos traces. Ah oui ? Oui, il faudrait que je vous fasse passer le... Mais c'est pas un film commercial, c'est un documentaire sur mon itinéraire qui a été fait par un jeune réalisateur portugais qui s'appelle Pedro Fidalgo. Mais je peux lui demander de vous envoyer le fichier si vous voulez. Parce que justement on évoque tout ça, il est très chouette et on l'a pas mal projeté, on a beaucoup crapahuté avec, et puis on n'a pas fait de DVD parce qu'on s'est dit que le DVD c'était un peu difficile à écouler, ça coûte quand même assez cher, mais bon, peut-être qu'on fera un DVD, on l'envisage quand même. Surtout que le DVD a perdu un peu de son... On vend moins de DVD aujourd'hui quand même. Oui, c'est ça. Et on voit moins de DVD, moins de CD, tout ce qui est support, ça disparaît. C'est numérique. C'est ça. Numérique appartient à des plateformes dont on peut parfois... Oui. C'est ça. Et que ça se retrouve... Mais c'est dommage, parce que quand même il y a des choses intéressantes qui peuvent être diffusées. Parce que ce film, N'effacez pas nos traces, quand on le projette en public et à chaque fois on fait un débat après et tout, les gens sont enthousiastes, hein. Et très souvent il y a des jeunes qui nous disent ah là là, ça donne envie de s'engager et tout, mais alors aujourd'hui où est-ce qu'on peut aller, vers quoi on peut aller? Chez les jeunes écolos. Oui, moi c'est ce que je leur dis. C'est gentil, on sera ravis que vous nous le partagez. Et donc là, pour conclure, j'aimerais donc vous parler de la chanson celle probablement qui me touche le plus, qui est Chacun de vous est concerné. Et justement, c'est l'une des premières. Et à un moment où on a presque l'impression que l'humanité a oublié tout ce qu'elle était, parfois, c'est le sentiment qu'on a, ce mot concerné, il me semble essentiel. Et c'est pas la même chose que de dire qu'on est ému, qu'on est touché. Et je voulais savoir ce que ça signifiait pour vous, être concerné. C'est clair quand même. Oui. C'est clair. Ça veut dire que
si vous vous foutez de ce qu'on est en train de vous dire, ça va vous retomber sur la gueule. Ouais. Concerné, exactement, c'est pas ému, c'est pas bouleversé, c'est autre chose. C'est ce que ça présuppose pour l'avenir. Donc, engagez-vous, écoutez ça et allez-y, parce que sinon, c'est vous qui allez souffrir. C'est ça que j'essaye de dire dans cette chanson. Bon, par exemple, l'histoire des CRS qui nous tabassent dans l'escalier, là, qui nous font la course et tout, ça va vous arriver aussi, chacun de vous est concerné. Vous avez laissé crever sur le palier, matraquer sur votre palier, mais un de ces jours, vous allez y passer aussi. Si vous avez quelque chose à défendre, vous vous ferez tabasser, etc. C'est pas pour faire peur, c'est pour que les gens comprennent que qu'on n'est pas des épiphénomènes et qu'on n'est pas non plus des victimes par hasard, des victimes de la répression par hasard. Que la répression, elle tombe sur tous les gens qui luttent. Bon, vous avez parfaitement compris le sens. Je voulais que ce soit le mot de la fin. Et je vous remercie. Ouais, non, de rien.